Élection présidentielle en Mauritanie, alors que les résultats étaient encore en cours de compilation, le candidat du pouvoir s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche, vainqueur dès le premier tour. En Éthiopie, le chef d'état-major de l'armée a été abattu par son garde du corps. C'était quelques heures après une tentative de coup d'état dans l'Amara. Le président de cet état régional a été également tué. Jean-Pierre Bemba fait son second retour au Bercail depuis l'annulation de sa condamnation par la CPI. L'ancien vice-président congolais et leader du mouvement de libération du Congo a été accueilli par Martin Fayulu. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Direction l'Éthiopie, où le chef d'état-major de l'armée a été abattu par son garde du corps. C'était quelques heures après une tentative de coup d'état dans la région de Amara. Le président de cet état régional a été également tué. Reportage. C'est la porte-parole du Premier ministre éthiopien, Bilen Seyum, qui a fait part de ce drame dimanche. En effet, un commando de tueurs dirigé par le chef de la sécurité de l'Amara, situé dans le nord-ouest de l'Éthiopie, avait fait irruption dans une réunion samedi après-midi, blessant mortellement le président de la région, Ambashu Mekonnen, et un autre haut responsable. Les deux hommes ont succombé à leurs blessures. Plusieurs heures plus tard, dans ce qui semble avoir été une attaque coordonnée, le chef d'état-major des armées éthiopiennes, Shir Mekonnen, a été tué à son domicile par son garde du corps. Un général à la retraite qui lui rendait visite a également été abattu. Le garde du corps a été arrêté, mais le chef de la sécurité de l'Amara est en fuite. Pour les analystes, ces événements illustrent la gravité de la crise qui secoue l'Éthiopie, où le Premier ministre Abiy Ahmed, arrivé au pouvoir l'an dernier, a entrepris des réformes qui se heurtent à des difficultés. Élection présidentielle en Mauritanie, alors que les résultats étaient en cours de compilation, le candidat du pouvoir s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche vainqueur dans déjà le premier tour de ce scrutin. Reportage. Mohamed Cheikh El Ghazouani, candidat du pouvoir à la présidentielle du 22 juin, a fait cette déclaration avant l'aube devant une foule de ses partisans. C'était au terme d'une veillée électorale en présence du président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz. Le candidat du pouvoir a indiqué revendiquer la victoire sur la base de 80% des bulletins dépouillés. Aucun de ses 5 concurrents n'a réagi dans l'immédiat à cette annonce. Mais les candidats de l'opposition, soit 4 des 5 adversaires de Ghazouani, dénoncent une volonté de perpétuation d'un régime militaire et des risques de fraude. Ils se sont engagés à se soutenir en cas de second tour le 6 juillet. Les Mauritaniens se sont déplacés samedi en nombre pour élire leur président qui devrait préserver la stabilité chèrement conquise par ce vaste pays du Sahel, mais aussi en assurer le développement économique et y faire progresser le respect des droits humains. Ce scrutin doit marquer la première passation de pouvoir entre 2 présidents élus dans ce pays, secoué par de nombreux coups d'État de 1978 à 2008. Le président sortant ne pouvait pas se représenter après 2 mandats. L'opposition s'est dite convaincue de la volonté de changement d'une majorité de Mauritaniens. Jean-Pierre Bemba fait son second retour au Bercail depuis l'annulation de sa condamnation par la Cour pénale internationale en juin 2018. L'ancien vice-président congolais et leader du mouvement de libération du Congo en provenance de Bruxelles, Jean-Pierre Bemba a été accueilli par ses militants et surtout Martin Fayulu. Reportage. C'est la seconde fois que Jean-Pierre Bemba rentre à Kinshasa depuis sa libération par la Cour pénale internationale. La première fois, il n'était resté que quelques jours en RDC, le temps de déposer sa candidature à l'élection présidentielle, finalement invalidée par la commission électorale. Il était depuis rentré en Belgique, d'où il a animé la coalition Lamuka autour de la candidature de Martin Fayulu avec un autre ténor de l'opposition, l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. En effet, les leaders de la coalition Lamuka ont prévu des manifestations dimanche prochain, jour de la fête de l'indépendance, pour protester contre l'invalidation d'une vingtaine de leurs députés par la Cour constitutionnelle. L'ex-chef de guerre et opposant congolais Jean-Pierre Bemba a dû délocaliser son meeting de retour en RDC initialement prévu dimanche. Dans une lettre, le gouverneur de Kinshasa a demandé au mouvement de libération du Congo de délocaliser cette réunion publique, arguant qu'une manifestation des églises de réveil était prévue au même endroit et à la même date.
Candidat malheureux à la présidentielle de 2006 face à l'ancien président Joseph Kabila, l'ex-vice-président Bemba a passé 10 années à la prison de la Cour pénale internationale pour des crimes commis par ses troupes en Centrafrique avant d'être blanchi et libéré en appel. Enfin, du mieux au Soudan, les représentants du mouvement de contestation acceptent une proposition du médiateur éthiopien. Cette dernière vise à former une instance majoritairement composée de civils pour assurer une transition politique. Mais le bras de fer se poursuit avec l'armée au pouvoir. Un court extrait donc du représentant de l'opposition pour plus de précision. Nous avons accepté la proposition présentée par le médiateur qui comprend toutes les bases de la période de transition et la nécessité d'instaurer un climat convenable et adapté pour reprendre le processus politique. Au Bénin, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo était hier face à la presse. Une sortie médiatique consécutive à la levée de siège devant le domicile de Thomas Boriaï. Tout en saluant la démarche, il invite le peuple à poursuivre la résistance jusqu'à la restauration de la démocratie béninoise. Plus de précisions à travers cet élément que je vous invite à suivre. C'est donc d'abord devant notre vaillant peuple que je m'incline. C'est à lui que nous devons la fin de l'humiliant traitement infligé au président Thomas Boriaï pendant près d'une cinquantaine de jours. Et c'est avec joie que nous avons appris la levée, enfin, du blocus dont son domicile était l'objet et la possibilité pour lui d'aller et de venir comme un homme libre et surtout de se soigner. Votre lutte n'a donc pas été vaine, même si nous n'en sommes encore qu'à la première étape de la restauration de notre démocratie, et cela passe nécessairement par le départ du Parlement du sang et la reprise des élections législatives. Reprise incluant, comme dans toute démocratie, tous les partis ou groupes de partis politiques désireux d'y participer. Le retour de l'armée dans les casernes devient alors un impératif catégorique et un préalable à tout dialogue et à toute recherche d'un consensus national. Restons donc vigilants et mobilisés pour le retour de la paix et de la démocratie au Bénin. La semaine dernière, le Ghana et la Côte d'Ivoire, les deux principaux producteurs de cacao au monde, ont menacé de suspendre les ventes de fèves jusqu'à l'instauration d'un prix minimum, $2 600 la tonne, une mesure accueillie avec bienveillance par les agriculteurs ghanéens. Les cacaotiers récoltent actuellement à peine 6% des 100 milliards de dollars générés par l'industrie du chocolat. Reportage. Du Ghana, des forêts à perte de vue. Ici, on cultive surtout du cacao, l'un des principaux produits d'exportation du pays. L'or brun est actuellement au cœur de discussions historiques. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont récemment menacé de suspendre leur vente de fèves jusqu'à l'instauration d'un prix minimum. Si le gouvernement augmente les prix, alors les agriculteurs pourront payer des fertilisants, payer des désherbants, employer plus de paysans et pourront ainsi augmenter leur production. Et si la production augmente, ça veut dire plus d'argent puisque les prix montent. Sur les 100 milliards de dollars générés par la culture du cacao, seuls 6% atterrissent dans la poche des producteurs. Une situation jugée inacceptable par le Ghana et la Côte d'Ivoire. Pour inverser la tendance, les deux géants du cacao exigent un prix minimum de $2600 la tonne. Une revendication saluée par les syndicats d'agriculteurs. En 2017, le prix de la tonne était passé sous la barre des $1800. Nous n'avons rien à vendre, à part le cacao. Donc si les gouvernements ont pensé aux producteurs, s'ils se rassemblent pour lutter pour les producteurs, nous les soutenons. Les agriculteurs ne sont pas les seuls concernés par la hausse des prix. Aujourd'hui au Ghana, seules 2 compagnies produisent du chocolat, mais le domaine attire de plus en plus d'entrepreneurs.
Les fabricants espèrent que la hausse des prix n'entraînera pas un ralentissement d'activité. Ruth Amoa a créé sa marque de chocolat artisanal il y a 4 ans. La chef d'entreprise voit l'initiative du gouvernement comme une opportunité de transformer le cacao sur place. Les gens décideront peut-être de venir produire ici, parce que c'est peut-être même moins cher de produire le chocolat au Ghana et de l'exporter. Cela pourrait donc créer plus d'emplois, plus de chocolat pour d'autres entreprises. Je pense donc que c'est aussi encourageant pour les gens qui travaillent dans l'industrie. Une réunion doit avoir lieu en juillet pour discuter de la mise en place de la mesure. Et les enjeux sont de taille. Les 2 pays fournissent à eux seuls près des 2/3 de la production mondiale de cacao. L'équipe de lutte contre le trafic des stupéfiants à la frontière bénino-nigériane de Sémé vient d'intercepter un important lot de chanvre indien en provenance du Ghana. Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria, pour plus de détails. Les agents de lutte contre le trafic de drogue au Nigeria, NDLA, opérant à la frontière de Sémé, à la lisière avec le Bénin, ont intercepté une importante cargaison de chanvre indien. Le colis illégal qui proviendrait du Ghana aurait été passé clandestinement par les voies navigables. Des trafiquants présumés, dont un Ghanéen, ont également été appréhendés en lien avec les mauvaises herbes saisies. Le commandant de la section NDLA à Séméboda, M. Oudutong Essian, a déclaré que le colis avait été découvert à l'arrière d'un camion clandestin où un Ghanéen et 2 Nigériens avaient été appréhendés. Je qualifie les différentes saisies de victoire contre les activités des groupes de trafiquants de drogue travaillant à la frontière de Sémé. Je suis très heureux de la dernière saisie effectuée par mon équipe de la frontière de Sémé. Les activités illicites du groupe criminel ont été étroitement surveillées par des agents d'infiltration jusqu'à ce qu'ils soient opportun d'intercepter les drogues. Le Ghanéen qui se prétendait pêcheur a déclaré qu'il importait illégalement du cannabis dans le pays en raison des énormes profits réalisés. Ce sont des éléments essentiels pour assurer le démantèlement absolu des cartels de trafic de drogue. Toute la frontière et les voies navigables sont sous la surveillance des agents de la NDLA. On reste au Nigeria où les artistes étaient à l'honneur pour cette journée mondiale de musique. Un peu partout dans le pays, les organisateurs, avec l'appui d'institutions internationales, ont mis les bouchées doubles pour faire passer des messages de paix et surtout sensibiliser la couche juvénile contre certaines maladies. Toujours avec notre correspondant Abdoulaye Issa, on fait le point. À travers le monde, l'ambiance était au comble lors de cette journée de la fête de la musique fêtée chaque 21 juin de l'année. Au Nigeria, les organisateurs, comme un peu partout dans le monde, ont saisi l'opportunité pour faire passer des messages de sensibilisation contre certaines maladies telles le sida, le paludisme. Le sida existe toujours, frappe toujours et continue d'avancer. Et partout dans le monde, le sida, la tuberculose et le paludisme frappent encore des millions de personnes avec une inégalité écrasante car plus on est pauvre, plus on est touché. Ceci est un appel à la communauté internationale défini comme slogan pour l'édition de cette année pour une réelle mobilisation afin de faire de la musique un couloir de transmission des messages de paix et d'amour. C'est une journée adorable aux artistes. C'est une journée pour promouvoir notre culture. Et j'invite toutes les personnes ressources, les autorités, de penser aux jeunes artistes. La fête de la musique a pour vocation de promouvoir la musique de 2 façons. Sous le slogan homophone à son nom, Fête de la musique, elle encourage les musiciens amateurs à se produire bénévolement dans les rues et espaces publics. C'est sur cette note de gaieté que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.